Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce mercredi 9 décembre. Voici les titres. Interrogation sur la liste des exilés fiscaux brandis l'été dernier par Éric Woerth. Une partie des noms aurait été volée dans une banque en Suisse. Le ministre du Budget se défend d'avoir enfreint la loi. De plus en plus de secteurs touchés par les grèves à l'approche de Noël. RER A demain, SNCF, distributeur de billets, les routiers en quête d'un accord salarial avant vendredi. Le PS obligé de prendre acte de la candidature de Georges Frêche au régional, exclu du parti après ses propos sur les Noirs et les Harkis. Le président de Languedoc-Roussillon est néanmoins crédité d'un bon bilan par Martine Aubry. Nouveau remous autour de la liste secrète de Bercy, celle des 3000 fraudeurs exhibés par Éric Woerth pour les inciter à régulariser leur situation avant la fin de ce mois. Le Parisien a révélé ce matin qu'un employé de la banque HSBC à Genève, aujourd'hui réfugié dans la région niçoise, pourrait en partie en être à l'origine. Une enquête a été ouverte par la justice suisse. Des suites judiciaires ne sont donc pas exclues. Les explications de Vanessa Némé. Quelle est la véritable origine de la liste des soupçonnés de fraude fiscale? Ce matin, en sortie de Conseil des ministres, Éric Woerth est resté évasif sur la question. Dévoilée en août dernier par le même ministre du Budget, cette liste de 3000 détenteurs de comptes en Suisse serait le résultat d'une procédure tout à fait légale. Cette liste, elle est formée de plusieurs sources. Pas uniquement cette source-là, que je ne confirme ni n'infirme. Et puis deuxième point, rien n'a été acheté pour répondre à votre question. Ce sont des informations qui sont obtenues spontanément par le biais des enquêtes fiscales. Des affirmations qui sèment le trouble, surtout quand le quotidien Le Parisien révèle qu'une partie de cette liste sensible proviendrait d'un vol d'un ex-cadre d'HSBC de Genève. La banque suisse confirme le vol, mais assure qu'il ne concerne qu'une dizaine de clients. Le 31 décembre sonne la fin de la régularisation possible des fraudeurs et dans quelques jours, de nouveaux moyens de lutte contre les paradis fiscaux seront votés. La liste d'Éric Woerth, toujours selon les syndicats, manque de transparence au moment où ces paradis et le secret bancaire sont décriés par l'État français. Mobilisation des élus socialistes contre la réforme du mode de scrutin destiné à désigner les futurs conseillers territoriaux. Le passage à un scrutin uninominal à un tour va faire passer à la trappe l'obligation de parité. Michèle André, sénatrice du Puy-de-Dôme, dénonce un recul inacceptable pour l'ensemble des femmes, dit-elle. L'entreprise Euliez, qui emploie quelques 400 salariés dans les Deux-Sèvres, est sauvée, affirme aujourd'hui Ségolène Royal. La région Poitou-Charentes apporte 5 millions d'euros à l'entreprise qui développe des voitures électriques. Ironie de l'UMP pour qui Ségolène Royal se prend pour Jeanne d'Arc, car les fonds des autres sauveteurs privés n'ont pas encore été débloqués. Les négociations tendues sur les salaires des chauffeurs routiers. Un accord est espéré d'ici vendredi alors que tous les problèmes du secteur feront l'objet d'états généraux l'an prochain. Nicolas Béard. C'est une course contre la montre que joue Dominique Bussereau. Faute d'accord entre syndicats et patronat, ce sera la grève dès samedi soir. Pour le moment, une seule proposition sur la table, celle de la Fédération nationale des transports routiers. 2% de hausse pour les bas salaires et 1,5% pour les plus hauts. Difficile de faire mieux selon les entreprises. Elles ont à affronter la crise, des baisses d'activité de 10% par rapport à l'année dernière. Elles doivent également affronter une augmentation spectaculaire de leur fiscalité. L'État a aggravé la fiscalité par la taxe carbone, par la taxe poids lourds. Elles ont également à faire face à des demandes de leurs propres clients de réduction de leur prix de vente de 5 à 10%. La proposition est donc conditionnée à un coup de pouce de l'État, sous forme d'allègement de charges et particulièrement sur la taxe carbone. Pour les syndicats de routiers, le compte n'y est pas. Eux réclament notamment 4% d'augmentation pour les cadres, une mutuelle de branche et 4% encore pour les frais de déplacement. Il n'y a eu aucune négociation de salaire depuis janvier 2008. Aujourd'hui, ces coefficients font que les salariés ce sont des smicards. Voilà. C'est-à-dire c'est travailler 13-14 heures par jour pour avoir au final un SMIC. C'est un rattrapage, un pur rattrapage des 2 années blanches que l'on a vécues. En cas d'échec, les transporteurs routiers sont déterminés à bloquer les entrepôts de livraison dès ce dimanche. À l'approche des fêtes de fin d'année, la menace pèsera chaque jour un peu plus sur les négociations.
De grosses difficultés à nouveau à prévoir demain dans le RER A qui transporte 1 million de personnes par jour. Les 5 syndicats de la régie des transports parisiens sont déterminés et le trafic sera quasi nul aux heures de pointe. Et ce soir, le MEDEF réclame un service minimum renforcé. Plusieurs préavis de grève ont été déposés par ailleurs à la SNCF pour ce week-end avec un impact encore inconnu. Situation de crise persistante à Pôle emploi. En attente de renfort, les agents sont débordés par l'afflux de chômeurs et la direction doit gérer une série de tentatives de suicide parmi le personnel. Sandra Cerquera. Une direction restée jusque-là plutôt discrète, défenseuse à tout prix de la fusion. Mais avec 5 tentatives de suicide, le directeur reconnaît quelques ratés et l'urgence de renforcer les effectifs. Mais les conditions de travail sont nécessairement impactées par l'augmentation de la charge de travail. Quand vous avez 30% de personnes de plus à inscrire ou à suivre, par définition, il y a forcément une augmentation de la charge. Et ce qu'il faut, c'est qu'on puisse travailler sur 2010 avec les organisations syndicales sur l'évolution des métiers de Pôle emploi. Car les syndicats insistent, aucune garantie n'a été donnée quant à l'évolution de leur poste. Une incertitude qui s'ajoute au mal-être quotidien. Alors renforcer les effectifs, oui, mais pas sans définir avant qui fait quoi. Le comparatif avec France Télécom, il est malheureusement en train de se concrétiser un petit peu plus chaque jour. Le projet stratégique de l'entreprise, est-ce qu'on est sur une seule filière métier via les entretiens uniques ou est-ce qu'on continue à faire des accueils sur des fils séparés et qu'on construise une classification qui permette aux gens d'avoir des métiers identifiés et qu'on puisse se retrouver dedans. Rien n'est encore décidé sur le nombre de renforts temporaires qui devraient être accordés. Laurent Wauquiez a promis une annonce la semaine prochaine. Voilà, nous évoquons la crise à Pôle emploi dans un instant avec nos invités, mais tout de suite la proposition communiste pour améliorer le PACS, c'est l'amener presque au niveau du mariage. On en parle tout de suite, c'est notre séquence oui-non. Oui ou non, faut-il donc que les pacsés aient les mêmes droits ou presque que les mariés? Le PACS, on le sait, vient de fêter ses 10 ans, un succès qui se confirme alors que le mariage a tendance à stagner. Quelques chiffres, 145 000 PACS conclus en 2008, 270 000 mariages. Le pacte civil de solidarité a séduit bien au-delà des homosexuels qui ne sont plus que 6% des nouveaux pacsés. La simplicité administrative amène de nombreux couples donc à choisir cette voie avec les garanties apportées par ce contrat, notamment en matière de fiscalité et de couverture sociale. Le mariage offre encore des droits supérieurs. Voilà donc pourquoi une proposition de loi est déposée pour aller vers plus d'égalité. Avec nous donc Nicole Borvo-Cohen-Seat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Catherine Trundlé, sénatrice UMP du Haut-Rhin. Vous n'avez pas toutes les deux la même position sur ce sujet. D'abord, Nicole Borvo-Cohen-Seat, quelles sont donc les améliorations que vous voulez apporter au PACS ? Écoutez, des améliorations très simples qui concernent les droits des personnes pacsées. Alors, bien entendu, le PACS n'est pas le mariage, tout le monde le sait, et simplement, il est le substitut du mariage déjà pour les couples homosexuels. Et d'une, et de deux, il se trouve que depuis 10 ans, le PACS a considérablement évolué, puisqu'on est sorti des hurlements de certains il y a 10 ans contre ce type une union civile. Et petit à petit, la réalité a obligé à évoluer, dans le bon sens d'ailleurs, et un certain nombre de droits ont été reconnus aux personnes unies par un PACS. C'est les faits qui ont poussé à modifier la loi. Cependant, il existe des problèmes et des revendications très très fortes qui concernent le lieu de la conclusion du PACS. C'est évidemment symbolique, puisque aujourd'hui le PACS se conclut devant un tribunal, comme à l'origine. Il y a 10 ans. Vous voulez la mairie ? La mairie, c'est symbolique. Il y a déjà des cérémonies qui sont proposées par certains élus. Bien sûr, beaucoup de maires le font, sont d'accord avec le fait de donner un caractère plus festif et plus approprié à ce genre de choses qu'un tribunal. Et bien entendu, c'est tout à fait possible. Bon, alors sur ce premier point, Catherine Trundlé, qu'est-ce que vous dites ? Évidemment, beaucoup demandent à passer devant Monsieur le maire. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe ? Alors sur le principe, fondamentalement non, pour plusieurs raisons. Dans la mesure où, dans un premier temps, nous avons quand même sollicité les maires pour savoir si effectivement c'était une solution qui était viable.
pratiquement, techniquement. Aujourd'hui, comme cela a été évoqué à l'instant, ce sont les greffiers des tribunaux d'instance. C'est une charge. Et transférer une charge au maire sans compensation de l'État, déjà dans ce cadre, ce n'est pas envisageable. Et certains le font déjà. Alors non, ils n'enregistrent pas le PACS en mairie. Ils organisent, comme a dit Madame Borvo, des petites festivités qui n'ont, si vous voulez, rien d'officiel, rien de légal par rapport à un enregistrement qui continue à se faire. Ce qui vous inquiète, franchement, ce sont les compensations que pourraient réclamer les maires, ou est-ce que vous craignez que le PACS devienne synonyme de mariage? Non, mais fondamentalement, que fait-on en mairie? Avec des homosexuels devant Monsieur le maire? Non, mais que fait-on en mairie? Il s'agit des actes d'état civil. Bien sûr. Aujourd'hui, le PACS n'est pas un acte d'état civil. Les actes d'état civil, il y en a 3. Il y a lié aux naissances, au mariage, au décès. Le pacte est un contrat. Et à ce titre-là, aujourd'hui, cette possibilité... Bon, voilà sur ce point. Voilà. Nicole Borvo veut réagir? Oui, je conteste cette façon de voir, parce que, les maires n'ont pas été consultés. D'autre part, les gens se PACS, c'est des gens en moins qui se marient. Le bureau de l'Association des maires de France, qui légitimement représente les maires de France... Dans un bureau de 2008, c'est clairement positionné contre. Il y a d'autres points de désaccord, on va les passer en revue, parce que on arrive là aux améliorations sur le plan social que vous voulez apporter. Qu'est-ce que vous proposez? Sur le plan social, c'est principalement les pensions de réversion. Alors là, là aussi, les choses ont évolué, puisque en matière de succession, d'une part, en matière de fiscalité, d'autre part, mais aussi en matière d'engagement entre les personnes pacsées, puisque la loi reconnaît devoir de solidarité des personnes de leur vivant l'une envers l'autre, donc de la même façon que quand on est marié, voilà, mais pas quand il y a mesure de justice pour vous et pour pas vous, quand la madame. personne est morte. Alors je rejoins tout à fait Madame Borvo, c'est une mesure de justice, absolument. Là vous approuvez? Ah oui, oui, sur le principe, oui. C'est pour ça je m'inscris totalement dans une démarche d'acceptation d'une protection supplémentaire pour les personnes pacsées, parce qu'il y a un constat réel aujourd'hui, c'est de dire qu'en cas de décès de la personne, enfin du conjoint du pacsé, ou en cas de dissolution qui peut se faire très facilement vu le peu de formalisme lié à ce contrat, il y a un réel problème de précarité. D'accord. Alors quels sont les points de désaccord finalement, puisque vous n'allez pas approuver cette proposition de loi? Alors Madame Borvo souhaiterait une application immédiate, ce que je peux comprendre, mais néanmoins en ce qui nous concerne, l'année prochaine va s'ouvrir un grand chantier qui est celui de la réforme des retraites. On sait aujourd'hui, si on se plonge un tout petit peu dans le système des pensions de réversion, on voit qu'il y a énormément de complexité, il y a énormément de difficultés d'application en fonction des différents régimes, et je ne peux que saluer le fait que le gouvernement ouvre ce grand chantier. Donc dans cette configuration, on a obtenu, j'ai souhaité et j'ai obtenu les garanties du gouvernement d'instruire la situation des pacsés dans cette nouvelle réflexion. Ah d'accord, on attendra donc la grande réforme sur les retraites on attendra, oui. annoncée l'année prochaine. Annoncée pour le premier semestre 2010. Pour régresser, il n'attend pas, mais pour un progrès, bon, allez, il y a un point attend. important, je vois quand même dans votre proposition, Nicole Borvo, vous voulez également faciliter l'acquisition de la nationalité du pacsé, pas du conjoint, mais du pacsé. Des personnes pacsées. Alors, oui, parce que là aussi, pour moi, c'est une question de fait. Quand les gens vivent ensemble, si vous voulez, pendant longtemps, ça donne obligatoirement des droits. On sait très bien que l'acquisition de la nationalité est soumise à un certain nombre de conditions. Bon, mais je crois que les conditions de fait des personnes qui vivent ensemble sur le territoire national il est normal qu'on leur accorde la possibilité de bénéficier de cette durée. Il y a un problème fondamental qu'on ne peut pas lever. Une demande, voilà. Oui, il y a un problème fondamental qui est celui de la grande différence entre le mariage et le PACS quant à la conclusion. Dès le départ, le mariage est contraignant quant à son formalisme. Et avant le mariage, on passe à la mairie, il y a la publication des bans, c'est l'article 63 du Code civil. Et donc, il y a un ensemble de contraintes qui permettent au maire, si vous voulez, de faire un contrôle a priori par rapport à la légitimité donc et la réalité du mariage, qui permet également au maire de saisir, le cas échéant, le procureur de la République pour faire opposition, etc. Donc ceci n'existe pas pour les PACS. Donc le fait que ce formalisme léger par rapport aux PACS n'existe pas ne peut pas donner un droit supplémentaire par rapport au mariage.
Non, parce que le PACS est soumis à des conditions, et là on est dans le discours sur la complaisance, mais le PACS est soumis à des conditions. On ne peut pas se paxer, par exemple, si on est marié avec quelqu'un d'autre, on ne peut pas se paxer si on est déjà paxé avec quelqu'un, donc le contrôle sur la légitimité du PACS peut être fait de la même façon que de la légitimité du mariage. Alors après, pour le reste... Il n'y a aucune possibilité d'opposition au préalable, et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, dans la grande majorité, les naturalisations par mariage constituent à peu près un quart des naturalisations, et le droit commun des naturalisations peut s'appliquer tout naturellement au pacsé. Donc je veux dire, cette possibilité leur est tout à fait offerte. Toute dernière question, on changera de sujet ensuite si vous voulez bien, on parlera de Pôle emploi. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'interdiction que défendent une centaine de députés UMP des drapeaux étrangers lors des cérémonies de mariage? Nicole Borvo. Je crois que la folie s'empare de certains parlementaires et du gouvernement, parce que légiférer sur tout, interdire les drapeaux, interdire ceci, interdire cela, et tout ça avec en fond un rejet des étrangers, une stigmatisation des musulmans, ça devient insupportable. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. En ce qui me concerne, je partage l'avis de Madame Borvo de dire qu'il ne faut pas légiférer sur ces questions. Mais personnellement, je pense que effectivement, quand nous rentrons dans une mairie qui est quand même un lieu public qui représente la République, il y a lieu que ce soit le drapeau français qui soit mis en évidence. Vous êtes d'accord avec cette position? C'est la réalité. C'est la réalité. Sauf certains élus se plaignent. Je crois que ça peut se faire du meilleur entendement quand on parle avec les personnes qui sont là avec les drapeaux. Il suffit de discuter avec elles. Très bien, mesdames, vous restez avec nous pour la séquence décodage maintenant du 18h. Donc, la difficile naissance de Pôle emploi. Pôle emploi, je vous le rappelle, c'est le fruit de la fusion entre l'ANPE et les ACDIC. Elle était censée favoriser le suivi des chômeurs, leur reclassement, mais aujourd'hui on constate que deux cultures s'affrontent finalement entre les personnels issus des ACDIC et de l'ANPE, et que les salariés sont débordés au point aujourd'hui que la direction prend acte de 5 tentatives de suicide parmi le personnel et annonce des négociations à la mi-janvier sur le stress au travail. Deux invités nous ont rejoints. Martin Houdan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes syndicaliste SNU-FSU au Pôle emploi, et Jean-Claude Delgen est avec nous du cabinet Technologia, qui est spécialiste du stress au travail et qui intervient dans les entreprises, notamment récemment à France Télécom. D'abord, Martin Houdan, comment ça se passe au quotidien pour le personnel de Ça se passe de manière extrêmement difficile, extrêmement douloureuse, puisque les moyens n'ont pas été donnés dès le départ de Pôle emploi aux agents dans l'exercice de leur mission et même dans la définition de leur mission. C'est-à-dire que dès le départ, on a demandé aux agents d'exercer 2 métiers en un. C'est-à-dire pour les agents de l'indemnisation de s'occuper également du placement, avec une formation de quelques jours, et pour les métiers du placement également de se former à l'indemnisation sur des formations qui allaient de 3 à 5 jours au lieu de 6 mois normalement. Donc dès le départ, on prenait une pente qui était savonneuse. Est-ce que c'est en partie à l'origine de ce stress qui est aujourd'hui confirmé par ces tentatives de suicide et par la direction qui a décidé d'ouvrir des négociations? Alors c'est en grande partie, oui, dû à ce mauvais départ. Les suicides aujourd'hui, les tentatives de suicide ne sont que l'étape ultime et malheureuse de toute cette fusion, puisque au départ, il y a d'abord un malaise des agents, il y a des dépressions, il y a des arrêts maladie, il y a des prises de médicaments pour un très très grand nombre d'entre eux, des tentatives de suicide qui malheureusement sont succédées tout au long de l'année, mais sans spécialement qu'il y ait de lumière faite dessus. Et aujourd'hui, c'est parce que ces tentatives de suicide. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'il y en a eu 3 en Île-de-France simultanément ou en quelques jours, et là tout à coup la lumière est faite. Mais depuis le début de l'année, il y a des agents qui sont décédés à Saint-Quentin dans l'Aisne. Décédés, quoi qu'en dise le secrétaire d'État à l'emploi qui dit on n'est pas dans la situation de France Télécom, à Dijon, à Seclin, à Saint-Quentin, à Paris Philippe Auguste, et vous avez des suicides, et sinon sur les tentatives de suicide. Alors vous affirmez que des salariés de Pôle emploi sont décédés à la suite de leur sur le lieu de travail, découvert par ses collègues. C'était le 6 mars. Il a été découvert par ses collègues au petit matin. 2 heures après, le directeur régional disait sur une radio que ça n'avait rien à voir avec le travail et que c'était dû à sa situation personnelle, avant même que l'enquête ait été lancée sur les conditions de son décès. Jean-Claude Delgen.
Vous connaissez bien ces situations extrêmes aujourd'hui qui apparaissent dans les entreprises. C'est un discours que vous entendez et que vous pouvez comprendre. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre dans Pôle emploi, c'est que c'est la fusion de deux administrations non commerciales de cette ampleur. Une fusion, ça ne s'est jamais fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'ambition au départ de mettre une chaîne unique, un guichet unique de l'inscription jusqu'au traitement du chômage a été ressentie, mal préparée, a été ressentie très négativement en interne. Et aujourd'hui, on assiste à une véritable crise identitaire chez les salariés. Pourquoi ? Vous avez ceux qui viennent de la NPE, qui sont plutôt des psychologues, des spécialistes en RH, ceux qui viennent des ex-ACDI, qui sont plutôt des gestionnaires et des actuaires. Et on leur demande de faire le même métier aujourd'hui. On leur demande de faire le même métier. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la racine du problème, elle est la qualité du travail. Quand vous travaillez, vous aimez faire un bon travail. Vous attendez une reconnaissance sur la qualité de votre travail. Aujourd'hui, donc, on demande aux gens, avec des moyens ridicules en formation, parce que pour traiter un dossier, il faut plusieurs mois, plusieurs semaines pour apprendre vraiment le métier. Et donc on demande aux gens de travailler et de renoncer à la qualité de leur travail. Et ça, c'est profondément déstabilisant sur le plan psychique. Deuxièmement, les conditions de mobilité fonctionnelles. On a ajouté les conditions de mobilité géographiques, et là, on est dans un univers instable qui déstabilise les salariés. Et la situation est effectivement assez perturbante. L'érosion psychique qui a été notée depuis maintenant 1 an, si elle continue, peut conduire à une véritable situation dramatique. Je le dis, avec le temps, si on ne trouve pas de solution... Quelles sont les solutions? Alors, parce que pour l'instant, officiellement, d'ailleurs Nicolas Sarkozy, le premier, l'a dit l'autre jour, il s'agit de renforcer les effectifs. Oui, mais il y a pas simplement. Il y a certainement une question de moyens, mais je pense qu'il y a fondamentalement, il faut comprendre ce que l'on veut faire. Il était dit qu'il y a un véritable problème au niveau de ce que l'on veut faire, parce que on ne sait pas ce que l'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire du conseiller emploi? Est-ce que ça doit être un coach qui gère 60 personnes? C'est comme ça que la réforme a été présentée. Oui, mais c'est pas du tout ce qui va se passer, parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, la personne est un aiguilleur qui dirige les salariés en demande d'emploi, soit vers des plateformes de formation, soit vers des cabinets privés, ce qui rajoute au malaise, parce que les salariés ont l'impression, y compris à terme, qu'on va leur prendre leur travail. Mais alors ce que vous nous expliquez, vous parlez d'évidence, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été pris en compte par les gens qui ont eu à gérer cette fusion? Parce que cette fusion, dès le départ, elle a été présentée comme devant amener de la simplicité, de la rapidité et un interlocuteur unique. Or, l'interlocuteur unique, et à juste raison, du chômeur. Quand même. L'objectif, c'est d'accompagner les chômeurs. L'affichage, oui, tout à fait. Mais ce ne sont jamais restés que des déclarations d'intention. C'est-à-dire que quand vous dites il y a un interlocuteur unique, en réalité, aujourd'hui, quand Monsieur Wauquiez visite, par exemple, les agences Pôle emploi, il y a parce qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement, il y a 2 agents, une indemnisation, un placement pour dire voilà comment ça marche. Il y a toujours 2 agents. Il y a 2 agents, mais c'est normal parce que ce sont 2 métiers différents. Vous n'allez pas dire à un garagiste et un assureur d'assurer l'un le travail de l'autre et inversement. Au pharmacien, au médecin, de faire le même travail. Oui, ils travaillent sur les mêmes dossiers, oui, ils travaillent quelquefois sur le même lieu, mais ce ne sont pas les mêmes métiers. Mais on envoie beaucoup de chômeurs vers des opérateurs privés. Est-ce que là, ça se passe plus facilement? Non, ça se passe pas plus facilement parce que sur le rapport Sebel qui a été rendu récemment, on a montré que l'efficacité en fait des opérateurs de placement privé était moindre à effectifs à moyens égaux, était moindre que celle du service public de l'emploi. Donc pourquoi? Parce qu'il y a une certaine expérience, parce que il n'y a pas une obligation de résultats liés à des primes de placement, c'est-à-dire que les agents du service public de l'emploi de Pôle emploi sont tenus d'effectuer leur mission, mais ne sont pas récompensés à chaque fois qu'il y a un demandeur qui est placé. Vous le regrettez? Non. Vous ne réclamez pas ça? Non, parce que quand un demandeur d'emploi est placé pour 1 journée, 2 journées ou 3 journées, c'est pas forcément un bon résultat. Est-ce que vous ne passez pas sous silence quand même un fait majeur, c'est-à-dire que la crise est intervenue, est arrivée après la fusion et que vous avez dû faire face à un afflux de chômeurs, indépendamment des ratés de la fusion? L'afflux de chômeurs, en fait, ne fait qu'aggraver les conséquences du système de la fusion. De toute façon, ça aurait été extrêmement difficile. Et de toute façon, avant même la crise, on était dans un ratio de dossiers de demandeurs qui était bien supérieur
Bien supérieur en fait par exemple aux moyens du service de l'emploi allemand ou combien anglais. de chômeurs par exemple par employé, par agent? Aujourd'hui, on est entre 170 et 200. Et l'objectif de la réforme, c'était beaucoup moins. On était un affichage de 60 et il était question d'arriver à moins, à 40. Mais aujourd'hui, on a plus de 150 en moyenne. Encore un mot, Jean-Claude Delgen, et ensuite nous ferons intervenir nos deux élus. Oui, je pense que le problème est bien posé. C'était soit faire cohabiter deux métiers sur un site unique pour permettre véritablement à chacun de s'exprimer par son travail, soit c'était effectivement la fusion. La fusion aujourd'hui est très délicate à mettre en œuvre et elle peut conduire effectivement à des situations difficiles. Le problème, encore une fois, c'est aussi de bien comprendre la problématique de l'externalisation du traitement vers des officines privées qui coûtent très cher. Et qui en fait rendent un service qui n'est pas forcément bien appréhendé dans sa qualité, ce qui rajoute une couche en fait au malaise des salariés qui voient leur travail partir à l'extérieur. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Vous le vivez mal ? Oui, on n'a pas évoqué non plus une chose, c'est que les conditions d'accueil des demandeurs d'emploi sont extrêmement dégradées. Aujourd'hui, on leur demande d'appeler un 3949 dont le temps d'attente est payant. On leur demande d'attendre des heures à l'accueil ou d'avoir des jours entiers d'attente de leur dossier d'anonymisation. Et quelquefois, ça déborde. Il y a des menaces de mort, il y a des agressions physiques. Oui, on a vu ça effectivement. Une réaction peut-être, mesdames, Nicole Borbo-Cohen-Seat, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va pas revenir en arrière, annuler la fusion? Ah, écoutez, il faudrait, en tout cas, et ça mérite de rediscussion, comme toutes les conditions de travail qui se manifestent dans des entreprises qui se sont engagées. Alors là, c'est l'État qui plus est, qui se sont engagés dans un management absolument aberrant, qui fait que, en fait, les conditions de travail se détériorent, le service rendu se détériore et les missions se détériorent. Écoutez, il faut revoir, parce que moi, je me suis opposée à cette fusion. Donc, Madame Trendley, elle était pour, elle l'a voté. Moi, je m'y suis opposée. Est-ce que le gouvernement maintenant va se dire, ça ne marche pas, on va revoir? Il annonce des renforts d'effectifs, je le disais. Madame Trendley, votre commentaire? J'ai voté pour cette fusion et je ne regrettez pas? Non, je ne regrette pas. Je trouve que simplement, il faudrait des ajustements, c'est évident. Mais avant cette fusion, le chômeur était ballotté à droite à gauche. Les ANPE, tout se trouvait à des endroits différents. Le chômeur, il perdait son latin. Aujourd'hui, il y a le Pôle emploi. On essaie de tout faire sur la même plateforme. Il y a des difficultés, certes, mais à partir du moment où il y a des nouveautés, il y a toujours des réajustements à faire. Il y a des pôles emploi qui fonctionnent très bien, faut le dire quand même. Oui, dans les régions où il y a peut-être moins de chômage. Je pense au Pôle emploi Mulhouse, qui est un exemple concret, qui fonctionne bien. Il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien, donc effectivement... réajustement nécessaire. Merci. Bon courage à vous, Monsieur Houdan. C'est pas avec des renforts, c'est pas avec des renforts en CDD, c'est-à-dire des personnels précaires et mis en première ligne au front et non formés en accueil qu'on résoudra. C'est vraiment avec une prise de conscience que les métiers doivent être respectés et ne doivent pas bouleverser. On vous a bien entendu ce soir. Merci à tous d'avoir participé à cette édition du 18h. Dans un instant, je vous rappelle, Patrick Cron, le président d'Alstom, sera l'invité de Gérard Bonos pour Leader. Et puis à 19h, Jeu de dames accueillera l'académicien Max Gallo. Il sera bien sûr question du débat sur l'identité nationale. Le mercredi, Public Sénat donne du temps à ceux qui font l'actualité. Présenté par Michel Grossior, Face à nous confronte un invité politique à des journalistes en partenariat avec 20 minutes. 3 intervieweuses, 3 styles très différents pour ce jeu de dames dont la règle est simple, encadrer un invité pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Leaders, l'économie par ceux qui la font et le nouveau rendez-vous de l'économie animé par Gérard Bonos en partenariat avec Les Échos. Et les mercredis rencontres, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30.